Salut à toutes et à tous. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve ça. Mon tapis fait des vagues, c'est insupportable. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une FAQ comme on dit en français, ce qui est quand même beaucoup moins beau qu'une Q&A. Voilà, je vous ai demandé si vous aviez des questions en gros pour moi et vous m'en avez envoyé quelques-unes, donc je vais y répondre. Vous pouvez me suivre sur Instagram si vous le voulez et sur Twitter également, je poste assez fréquemment sur les deux. Si vous voulez être un peu plus connecté ou que ce soit un peu moins impersonnel que YouTube. Quel est ton roman ou poésie théâtre d'amour préféré? Waouh, ok, ça commence. En fait, j'aurais vraiment dû lire les questions. Bah écoutez, mon livre préféré, ou un de mes livres préférés en tout cas, c'est l'éducation sentimentale. Je m'inscris dans le groupe de ceux qui pensent que l'éducation sentimentale est un roman d'amour, pas uniquement mais que c'en est bien un. Donc voilà. Et au niveau poésie, c'est une bonne question ça. Au niveau poésie, Aragon, je pense pas qu'on puisse faire mieux qu'Aragon peut-être. Et au niveau théâtre, alors je n'aime pas du tout le théâtre, donc ça va être un peu plus difficile. Je ne saurais pas trop vous dire. Te sens-tu pessimiste, optimiste ou aucun des deux? Alors, en fait, c'est une question intéressante parce que ça fait écho à une phrase d'Aragon que j'aime beaucoup. C'est Aragon? Je crois que c'est Aragon, oui. Résistance n'est qu'espérance. Je pense qu'on a parfois l'image ou l'idée que certains activistes ou certaines personnes un peu militantes ou certaines personnes qui passent leur temps entre guillemets à pointer du doigt les problèmes de la société sont des personnes pessimistes, etc. Moi je pense pas du tout, je pense que c'est des personnes optimistes parce que justement elles les pointent du doigt, elles en parlent, elles apportent une certaine lumière dessus parce qu'elles ont envie que ça change et parce qu'elles pensent que ça peut changer. Pardon. Je pense que je suis ni optimiste ni pessimiste. Voilà, oui, aucun des deux. En tout cas, je suis une personne qui se dit qu'il faut essayer. Voilà. Es-tu heureuse? Ouh là là, alors vous êtes donné le mot là pour les questions. Es-tu heureuse? Ce serait horrible de dire que je ne le suis pas. Néanmoins, est-ce que je me sens heureuse? Pas vraiment. Pour ou contre la GPA? Ok, donc je pense que là vraiment vous vous êtes donné le mot, les questions, vous vous êtes dit on va bien lui faire la farcir. Pour ou contre la GPA? Voilà, c'est un des sujets sur lesquels je suis un peu pas trop sûre de moi. J'aurais tendance à dire que en tout cas uniquement moi dans mon esprit de manière idéale et déconnectée en fait de peut-être la réalité de ce que c'est, je serais plutôt contre. Il y a des choses pour lesquelles moi je ne suis pas pour, mais que je peux comprendre pourquoi elles seraient bénéfiques pour le plus grand nombre ou pour la société ou voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à apprendre l'arabe? As-tu déjà pensé à des rencontres abonnées? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'apprendre? Je vais pas redire toutes les questions comme ça. Alors, faut savoir qu'en fait, j'ai toujours beaucoup aimé l'arabe. Quand j'étais plus jeune, enfin juste avant d'entrer au collège, je voulais à tout prix aller dans un collège public pour pouvoir apprendre l'arabe parce que c'était proposé dans ce collège-là. Et mes parents m'ont mis dans un collège privé où, surprise, surprise, il n'y avait pas d'arabe. Et puis après, j'ai fait des rencontres et je me suis penchée sur la littérature arabe, etc. Et c'est là que je me suis dit, j'ai vraiment envie un jour de pouvoir lire une phrase de Mahmoud Darwish par exemple en arabe et de la comprendre. Bon, je me dis pas un poème, mais je me dis genre une phrase. Et c'est vrai que dans mon travail, bon à l'heure actuelle non, mais quand j'ai donné des cours de français avant, il y avait beaucoup d'arabophones et en fait j'avais extrêmement envie de communiquer avec eux et ça aurait été génial de parler arabe à ce moment-là. As-tu déjà pensé à des rencontres abonnées? Oui, on me le demande assez souvent. Après c'est vrai que j'ai pas trop le temps. Et je suis malgré tout, en fait, je pense que certaines personnes s'imaginent peut-être que je parle beaucoup de ma vie privée en ligne, que je m'expose beaucoup, mais quand vous regardez bien, en fait, je suis pas une personne qui parle beaucoup de ma vie privée, et je suis pas non plus très dans ce délire... Je sais pas comment expliquer ça. Abonné, youtubeur, ça me... Oula, ça me gêne un peu. Donc faudrait réfléchir à ça, ce serait génial, mais voilà, ça me dérangerait que ce soit un peu un truc où tout le monde est venu pour me voir. Comment tu gères tes angoisses au quotidien et si tu as des conseils ou tips à donner en cas de crise de panique? Oh là là. Comment je gère mes angoisses au quotidien? Premièrement, j'ai fait plus de 50 thérapies, donc c'est vrai que j'ai fait un gros travail d'introspection, j'en ai beaucoup parlé avec ma psy, on a vraiment développé des choses ensemble qui étaient surtout centrées sur s'ancrer, un contact physique avec le corps, une sensation de soi qui est quelque chose qu'en fait je perdais souvent lorsque j'étais angoissée. Même la déréalisation et tout, c'était des choses qui m'arrivaient assez fréquemment et on a beaucoup travaillé là-dessus.
Pour moi, la thérapie, c'est indispensable si on a une vraie angoisse. C'est-à-dire que si on est vraiment quelqu'un qui a des troubles anxieux, la thérapie, ça me semble indispensable. Et après, il y a des choses, hein. Moi, je fais très attention à comment je mange parce que je sais que ça impacte. Les gens n'aiment pas quand on dit ça, mais ça impacte vraiment comment je fonctionne. Je fais attention, je m'écoute vraiment beaucoup. Si je sens que ça va pas, ben, je fais des petites choses dans la journée. Je vais pas me dire, allez, tiens, c'est aujourd'hui que je vais aller faire des courses et rencontrer quelqu'un. Non, pas possible. Je fais attention au transport que je prends. En fait, j'adapte vraiment, j'ai compris que ça faisait partie de ma vie et j'adapte ma vie un petit peu en fonction de ça, pas pour me limiter, mais justement pour pouvoir faire le plus de ce qui m'est possible. En cas de crise de panique, ça fait longtemps que je n'en ai pas eu. Pour moi, il fallait absolument que je sorte. Bonjour, comment fais-tu et as-tu fait dans tes études pour concilier tes valeurs féministes, véganisme avec l'enseignement littéraire et philosophique? Je n'arrive vraiment pas à rendre cette question claire, mais prenons un exemple face à la théorie des animaux-machines de Descartes, au poème de Ronsard. Comment réagis-tu? Réagis-tu? C'est une bonne question. Alors en fait, c'est sûr que dans la littérature, dans la philo, dans les sciences humaines en général, il y a évidemment de gros courants, enfin, il y a de grosses lignes racistes, sexistes, spécistes, sous-jacentes, c'est indéniable. Néanmoins, il y a aussi beaucoup de contre-lignes. Et bon, moi, ce que j'ai fait, c'était vraiment de me concentrer sur ces contre-lignes-là, en essayant de les ramener au cœur de mes dissertations, au cœur de mes devoirs, de mes exposés, des trucs comme ça pour rester dans quelque chose de profondément littéraire puisque c'était mes études, mais en même temps de proposer autre chose et de pas du tout hésiter à critiquer. Moi je suis pour un respect des œuvres d'art, je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs je pense, mais ce respect n'empêche pas une critique, qui ne doit pas être de la censure à mon sens, ou très rarement, enfin de la censure, on s'entend, et voilà, quand il y avait par exemple, on a traité de cette... J'avais un cours, dites-vous, j'ai eu un cours sur... un cours littérature et écologie, c'était éthique animale. Et alors, le prof était, mais le prof était peut-être au demeurant une personne avec beaucoup de connaissances, hein, mais déjà pédagogie zéro. Et en plus, il avait une vision mais tellement spéciste des choses et il se permettait de donner un cours sur l'éthique animale. Moi, ça m'a dégoûtée. En fait, j'ai fait mon exposé, enfin, j'ai fait mon dossier sur le végétarisme et l'œuvre de Percy Shelley. Et il m'a pas bien noté du tout, mais j'en avais rien à faire en fait, parce que moi je voulais passer un message. Et plusieurs fois en cours, j'ai levé la main pour dire que j'étais pas d'accord. Il m'a rabroué assez sèchement, mais je n'en ai que faire. En fait, c'est vrai que c'est difficile de faire entendre parfois un discours féministe ou un discours antispéciste ou même un discours juste pro respect des animaux, parce que c'est pas le discours qui est le plus mis en valeur et on a l'impression qu'en fait on perd en légitimité, en analyse stylistique, en analyse littéraire, oui, en sérieux, alors que non en fait, hein, pas du tout. Il y a des tas d'auteurs qui se sont vraiment engagés pour les animaux, c'est pas des auteurs de pacotille, si on peut dire qu'il y a des auteurs de pacotille, donc pour moi ça n'a pas été trop difficile parce que j'avais confiance en mes convictions, mes valeurs, et aussi parce que je connais beaucoup d'auteurs qui avaient les mêmes. Donc, ou est-ce que ce n'est pas trop difficile? Est-ce que ce n'est pas difficile de vivre avec tes convictions, aussi belles soient-elles, dans notre société actuelle? Si. Par exemple, avec tous les grands films populaires qui, malgré eux, forgent les clichés hommes-femmes, que tu ne vas pas voir, j'imagine, ou encore toutes les pubs ou blagues sexistes à la télé, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être malgré tout exclu de cette société? Et si oui, j'imagine que c'est voulu, alors comment fais-tu pour échapper à toute cette pression sociale? Oui, je comprends tout à fait. Alors oui, moi je trouve que c'est assez difficile, mais ce que je me dis tout le temps, c'est que c'est difficile pour moi, mais c'est bien plus difficile pour les victimes de ces oppressions, donc je m'apitoie pas trop sur mon sort, mais oui, c'est vraiment difficile. Enfin, moi je le vis difficilement, en tout cas douloureusement. Je me sens assez souvent exclue, oui, parce que les gens font des blagues, les gens disent des trucs, et moi ça me ferait tiquer. En fait, il y a énormément de choses qui me feraient tiquer parce qu'ils en ont pas encore pris conscience, parce qu'ils se sont pas encore posé des questions, parce qu'ils n'ont pas tout simplement pas envie de faire des efforts pour être des personnes plus... je sais pas comment dire ça, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et je me sens exclue assez souvent, c'est pour ça qu'Internet est un endroit très important, c'est pour ça que la littérature, les arts sont des choses très importantes pour moi également. Maintenant, je pense que c'est quelque chose d'inévitable et il faut donc s'y faire, quoi. Je passe pas ma vie à penser à ça, mais oui, très très souvent, je me sens assez seule, que ce soit avec mes très proches amis, que ce soit parfois avec mes collègues, que ce soit parfois, mais beaucoup moins avec ma famille. Voilà, c'est des personnes que j'apprécie toutes et pourtant il y a des grosses différences et des grands abîmes qui se creusent entre nous et ça fait partie de l'engagement. Oui. Coucou, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir professeur? As-tu des histoires intéressantes, inspirantes avec tes élèves? Ah, c'est
question très mignonne. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être prof? En fait, j'avais envie d'être prof depuis la 4e au collège, donc ça date, hein. J'ai toujours hésité entre prof et psychologue, voilà. Des histoires intéressantes, inspirantes. J'ai vraiment adoré faire mon stage à la Croix-Rouge avec des adolescents, des mineurs isolés étrangers. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie, vraiment. Et ce qui est passionnant, ce qui est génial, c'est quand tu vois qu'il y a des personnes, des jeunes ou n'importe quel âge en fait, qui venaient pas trop en cours ou qui n'aiment pas forcément les cours et qui viennent en fait à tes cours tout le temps parce qu'ils t'apprécient, parce qu'il y a un bon feeling dans la classe, parce qu'ils se sentent appréciés, parce qu'ils ont quand même envie d'essayer. Pour moi, les plus belles choses, c'est vraiment quand un élève, quel que soit son âge, parce que maintenant je travaille avec des adultes, s'ouvre à toi. Et quand il raconte un truc vraiment personnel ou quand tu sens que tu deviens un humain pour lui et pas juste un prof, pour moi ça c'est le plus important. Comment gères-tu tes envies de voyage? As-tu parfois envie de tout lâcher et partir pour de longs voyages de plusieurs mois? Oui, tout le temps. Mais il y a des impératifs dans ma vie qui font que c'est pas possible, dont vous n'avez pas connaissance parce que voilà, tout n'est pas en ligne. Mais c'est pas possible pour moi à l'heure actuelle, alors qu'en fait, en plus, au niveau du travail, ce serait le plus facile pour moi. Professionnellement, avec un main de fleu et un athlète moderne, pour moi, ce serait beaucoup plus facile de travailler à l'étranger. Comment je gère mes envies de voyage? J'essaie de me dire en fait que chaque année, je me fais minimum un gros voyage et j'en profite au maximum et je build up, je sais pas comment on dit, je construis quoi l'excitation pour ce voyage, je lis de la littérature, je lis des guides touristiques, je regarde des blogs, enfin tout ce que vous voulez quoi. Quel est ton avis sur les nouvelles mesures envisagées par l'éducation nationale? Ah, réforme du bac, prise en compte du contrôle continu, encore sélection généralisée à l'université. Par ailleurs, aurais-tu de la littérature chinoise à conseiller? Non, je ne connais pas du tout de littérature chinoise. Désolée. Mon avis n'est pas très positif. En tout cas, le contrôle continu, ça va. La réforme du bac, c'est à voir. La sélection généralisée à l'université, je suis entièrement contre. Et voilà. Alors, tu disais dans ta dernière vidéo concernant tes envies de voyage que tu appréciais particulièrement l'Europe de l'Est. Pourtant, beaucoup de ces pays ont des politiques très conservatrices, voire répressives, remise en cause du droit à l'avortement en Pologne, refus des quotas de migrants, condamnation des Pussy Riot en Russie, qui vont à l'encontre des valeurs que tu défends. Comment expliques-tu alors ton attirance pour ces pays et ressens-tu un décalage idéologique lorsque tu visites l'Europe de l'Est? C'est une question très intéressante. Je ne sais pas si elle va être intéressante pour tout le monde, mais en fait, c'est vrai que je ne voyage pas dans des pays qui sont tous démocratiquement. Voilà. En même temps, pour moi, la France n'est pas non plus parfaite démocratiquement. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui voyagent aux États-Unis, c'est quand même pas un pays super démocratique. Il y a beaucoup de gens qui visitent la Chine, c'est pas un pays super démocratique. En fait, il y a vraiment des formes de non-démocratie ou d'atteinte à la démocratie qui sont beaucoup plus facilement pointables du doigt. C'est pas du tout contre toi qui pose la question, hein, c'est une réflexion générale. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un qui visite la Russie, t'as pas honte que de le dire à quelqu'un qui visite les États-Unis, alors que pour moi, vraiment, voilà. Bien sûr que je ne suis pas d'accord avec les politiques qui sont menées en Europe de l'Est, comme je n'étais pas d'accord avec les politiques menées au Kazakhstan, etc. Maintenant, pour moi, c'est important d'aller dans ces pays parce que je trouve que la population n'est pas... Enfin, la population, pour moi, est la victime, en fait, de ces politiques. Contrairement à Israël, en fait, où je n'irai pas en Israël parce que la population soutient majoritairement, en fait, le régime israélien, la colonisation, etc. Et l'armée, etc. Donc là, voilà, pour moi, c'est des choses qui sont différentes. Je trouve qu'aller dans ces pays, c'est permettre aux gens de rencontrer des étrangers, c'est permettre une certaine ouverture au pays. Et puis j'y vais pour voir la culture, pour voir l'histoire, parce que c'est des pays qui ont beaucoup beaucoup souffert, donc je pense qu'il y a aussi une part importante d'information à avoir à ce niveau-là. Et bien évidemment que je ressens un énorme décalage entre l'Est et l'Ouest. Alors, il y a des pays où ça se sent moins. Par exemple, si vous allez en Ukraine, c'est un pays, en visitant juste, je veux dire, on se sent pas genre dans l'ex-bloc soviétique. Par contre, vous allez en Russie, alors là, mais c'est un autre monde et on sent vraiment la différence, mais d'une manière extrêmement profonde et organique, quoi. Presque physique, ouais. Donc j'y vais parce que c'est des pays qui m'intéressent, avec une histoire qui m'intéresse, des choses que j'ai envie de comprendre et que j'ai envie de voir par moi-même. Maintenant, je ne souscris évidemment pas à leur politique et il y a beaucoup de choses qui m'énervent énormément. Et voilà. Comment se passe ton année de la préparation à l'agrégation? Eh bien, est-ce que tu aimes l'ancien français, la phonétique historique? Je déteste. Comment ça se passe? Ça se passe mal. Je ferai une vidéo à ce sujet-là. Ensuite, du site mademoiselle.com. Alors, je sais pas trop ce que vous attendez de moi. En fait, je ne vais jamais sur ce site. Je pense que c'est bien d'avoir des sites divers et variés qui parlent de féminisme. Après, pour moi, j'ai une approche peut-être un peu plus... Je sais pas comment dire.
un peu plus universitaire de ces questions-là, mais je sais pas. Voilà. Les professeurs de fac te passionnent, aimes-tu leur manière d'enseigner? Alors je ne suis plus étudiante, hein, donc voilà. Maintenant j'ai eu des profs qui m'ont vraiment passionnée. J'ai eu une prof en particulier, qui était ma première directrice de mémoire en M1, qui est une prof géniale, incroyable, tellement intelligente et instruite. Voilà, et j'en ai eu d'autres, hein, qui étaient très très bien. J'ai eu un prof, un jeune doctorant en plus, qui avait fait tout un semestre sur Apollinaire, ça avait été génial, je m'en souviens. J'avais une autre prof qui était, elle, plus sur la psychanalyse et la littérature, c'était très intéressant aussi. J'avais une jeune prof qui nous a fait des cours sur la politique et la poésie, c'était génial. J'ai eu un prof qui nous a fait tout un semestre sur Aurélien. Enfin, j'ai eu des profs très très passionnants. Mon université, je pense qu'elle était vraiment bien. Tu utilises pour décolorer et teindre tes cheveux? Alors, tout ce que j'utilise, c'est vegan. Du coup, la décoloration, c'est sur le même site que les couleurs, c'est Manic Panic, il me semble. Et voilà, pour mes couleurs, j'utilise Manic Panic, Laricher, Direction. J'utilise aussi Arctic Fox, mais j'aime beaucoup moins. Il y en a d'autres, hein. Mais en gros, tapez couleurs vegan et si... Alors après, moi, c'est que des couleurs comme ça, donc je ne sais pas. Quel genre de livre voudrais-tu écrire? Je crois que j'avais déjà répondu un peu à ça. J'aime la fiction, plutôt prose, assez poétique et avec beaucoup d'introspection. Je suis pas trop dans des trucs d'action, voilà. C'est plutôt une écriture assez psychologique, on va dire. Et quoi vous dire? Voilà. Plusieurs questions sur l'adoption, donc du coup je vais y répondre. Si un jour ta situation était favorable, serais-tu prête à adopter un orphelin? Non, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant, d'aucune manière que ce soit. Voilà. Et quel est mon point de vue sur l'adoption monoparentale? Oui, aucun problème, quoi. Pour moi, c'est la même chose que l'adoption hétérosexuelle. Alors, attendez, il y a une question qui m'intéresse, donc je vais quand même en parler. Hello, sais-tu que tu es probablement une personne à haut potentiel? As-tu lu sur le sujet? Qu'en penses-tu? Et le cas échéant, le savoir t'aide-t-il à comprendre ton hypersensibilité? En fait, j'ai très envie de vous faire depuis longtemps une vidéo à ce sujet-là. Tous les trucs de haut potentiel, d'hypersensibilité, de douance, de zèbre, d'autisme, de ceci, de cela, parce que, alors là, c'est quelque chose qui en fait m'énerve au plus... Enfin, non, m'énerve au plus haut point, c'est quand même assez gros. Donc c'est quelque chose qui m'exaspère en fait, parce que... Alors, je suis pas là pour vous dire ce que je pense ou ce que je sais de mes compétences intellectuelles ou de mon quotient intellectuel ou de mes capacités, etc. Euh, je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament de ça qui ne le sont pas. Je pense qu'on vit dans une société, et là ça va être très dur peut-être ce que je vais dire, mais je pense qu'on vit dans une société à une époque où en fait la médiocrité, mais pas dans le sens la réussite académique, la réussite professionnelle, non, je parle de s'informer, s'éduquer, avoir un esprit critique, penser, se poser des questions, etc. C'est pas des choses qui sont très encouragées, on vit dans un siècle vraiment, enfin dans une époque d'apathie en fait où tout est assez médiocre. Quand vous regardez la télé c'est assez médiocre, je trouve que beaucoup de livres qui sont publiés enfin voilà, qui nous sont contemporains sont pas folichons. Euh, Bref, il y a beaucoup de choses. Et du coup, ce qui à une époque aurait été sans doute plus normal, maintenant c'est considéré comme haut potentiel. Ben non, en fait, c'est pas parce que... Je pense qu'il faut aussi vraiment arrêter de penser ça, parce que c'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui poste des vidéos en ligne et qui a peut-être une élocution qui vous paraît plutôt pas mal, ou qui utilise du vocabulaire que vous n'utilisez pas peut-être dans votre vie tous les jours, ou quelqu'un qui a lu tel livre, ou qui a des références cinématographiques ou philosophiques, ou ce que vous voulez, que c'est une personne à haut potentiel, en fait. C'est juste une personne qui a des connaissances dans ces sujets-là et qui a peut-être d'ailleurs préparé ces vidéos. Je vois des gens se réclamer de ça ou en parler, ça n'apporte rien en fait, si ce n'est à donner cette impression. Au contraire, ça donne justement, oui, voilà, cette impression qu'il y a des gens qui le sont, que c'est une chose presque innée, et d'autres qui ne le sont pas. C'est pas vrai. L'information, l'éducation, l'instruction, la recherche, c'est des choses extrêmement importantes, et en fait, on vit à une époque qui valorise plutôt des formes alternatives de recherche ou d'introspection, etc., genre le développement personnel, la méditation, euh, mais coupé en fait de toutes ces références et ces racines sociologiques, anthropologiques, théologiques, philosophiques, littéraires, et ce qui fait que ça crée une forme de
pas d'absence de culture à mon sens et d'impossibilité de lier des choses, des références, des connaissances et pour moi c'est assez problématique en fait. Donc j'aime pas trop parler de ça parce qu'en même temps mon explication est pas super claire non plus et je pense qu'elle peut être mal comprise et perçue comme élitiste par certains. Mais voilà, moi je ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas de vous dire ou de savoir ou de X ou Y si je suis au potentiel ceci, cela. C'est pas parce que je suis quelqu'un qui lit et quelqu'un qui a des opinions et quelqu'un qui a certaines connaissances que je suis au potentiel quoi. Enfin, il faut arrêter ça. Tout le... Non, voilà. Et personnellement, je veux pas non plus cacher ou passer sous le tapis, on va dire, le fait que je suis une personne anxieuse qui a été diagnostiquée par un médecin et un psy et faire passer ça pour un petit truc genre je suis spécial. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est moi, c'est pas ma manière de le vivre. Je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à peut-être me soutenir sur Patreon avec 1$ ou 1€ par mois. Vous avez accès à des blog posts à peu près, des vidéos et beaucoup plus de communication et ça m'aide énormément pour cette chaîne. N'hésitez pas non plus si vous le voulez à regarder mon petit Twitter et mon petit Instagram. Merci pour vos questions, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine en espérant que vous allez très très bien. Bye!